Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Historiapolis consacrée à l'histoire des idées politiques. La première vidéo de cette série sur les idéologies s'était concentrée sur la formation des idées politiques modernes, de la Renaissance à la Révolution française, de l'absolutisme né du besoin d'ordre après les guerres de religion, au mouvement des Lumières et au despotisme éclairé. Dans cette vidéo, on va se pencher plutôt sur la Révolution française et ses conséquences, en 3 étapes respectivement, en suivant la trame de la Révolution elle-même, et l'idée fondamentale qu'elle fait émerger, qui est celle de nation, puis en regardant ses conséquences à plus long terme, au XIXe siècle, qui sont l'essor idéologique de ces 2 concepts phares, la liberté par le biais du libéralisme, et l'égalité par le biais de l'essor du socialisme. On le verra dans les 2 cas, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, avec des variations dans les différents pays. En premier lieu, il faut voir quelles sont les 3 grandes écoles idéologiques issues de la Révolution française. Il s'agit de la Gironde, du jacobinisme et de la contre-révolution. La question, c'est comment passe-t-on en quelques années de l'effervescence philosophique idéaliste des Lumières du milieu du XVIIIe siècle au déchaînement révolutionnaire de violence extrême qui préfigure les horreurs des siècles suivants. Eh bien, cela peut se comprendre à travers l'évolution des discours, des esprits et de la sémantique, c'est-à-dire du sens des mots. Alors que le terme philosophe était en vogue jusque dans les années 1760, le terme patrie devient de plus en plus fréquent à partir des années 1760-1770 dans les écrits des intellectuels. C'est ensuite celui de nation qui apparaît en particulier durant la Révolution. On peut se demander si la défaite de la France dans la guerre de 7 ans, aujourd'hui un peu sous-estimée mais d'une importance capitale à l'époque, notamment de par sa dimension humiliante, couplée aux différents effets, aux difficultés économiques des années 1770, n'a pas pu jouer un rôle dans ce sursaut de réaction identitaire. En effet, aussi puissante qu'elle soit, la France de cette époque est indéniablement une puissance en déclin. À cela s'ajoute l'impact de la Révolution américaine sur les esprits. Penchons-nous d'abord sur les Girondins. Le fait est connu, la première séquence révolutionnaire a été en réalité assez modérée. Par première séquence révolutionnaire, j'entends la période entre 1789 et l'été 1791 qui va être décisif dans la montée de la violence et des clivages, de par l'influence de 2 événements, la fuite du roi qui sera, comme on le sait, interceptée et ramenée à Paris le 21 juin, et la fusillade du Champ de Mars en juillet qui va provoquer de nombreux morts. Mais avant cela, rien dans l'esprit des constituants de 1789 ne justifiait la mise en place d'une république dont l'établissement était encore perçu comme adapté aux petites nations dans la droite ligne de Rousseau. Donc à peu près tout le monde, bien que la révolution ait déjà éclaté, a encore confiance dans la légitimité de la monarchie jusqu'en 1791 au moins. Il faut bien comprendre une autre dimension de rupture qu'a provoqué la Révolution française dans le rapport intellectuel au monde, c'est l'essor d'une pensée de plus en plus scientifique, et donc d'une certaine manière de la naissance des idéologies modernes. C'est ainsi qu'on peut distinguer les Girondins, par exemple, de ce qu'on appelle les idéologues. Entre les Girondins et les idéologues, il n'existe pas vraiment de frontières. L'usage, il est vrai, a établi une distinction chronologique. Girondin renvoie au temps de la législative et de la Convention, idéologue à la période du Directoire et du Consulat. Les idéologues ont donné au sensualisme des Lumières une orientation scientiste. Girondins et idéologues ont, pour l'essentiel, la même conception de l'homme et de la société. Mais les seconds tendent à ériger en système ce qui reste le plus souvent chez les premiers à l'état de postulat implicite. Donc c'est pour ça que le terme d'idéologie est véritablement une caractéristique de la modernité. Par rapport à une pensée philosophique de base, comme en avaient les Lumières, une idéologie implique que les idées prises individuellement s'imbriquent dans un système de pensée très précis qui couvre tous les domaines de la vie et de la société, un système quasiment mécanique avec une précision scientifique, un peu comme une horlogerie. C'est ça que vont produire les idéologies modernes, comme le socialisme par exemple, par rapport aux pensées et aux philosophies pré-modernes. J'en avais parlé un peu dans la vidéo précédente en évoquant le philosophe Jean-Claude Michéa et son livre L'Empire du moindre mal. Avec la Révolution et sous l'influence des Girondins, le libéralisme économique
sous la plume notamment de Jean-Baptiste Say, et le libéralisme social, sous celle de Nicolas de Condorcet, vont se compléter mutuellement et poursuivre le travail d'accomplissement de la modernité. Condorcet notamment abandonne largement les références antiques des Lumières pour se référer avant tout comme modèle de société à suivre à l'Angleterre et à la Hollande. Il apparaît que les Girondins et les idéologues sont en général d'enthousiastes défenseurs de l'influence culturelle anglaise sur la France. Après la Gironde viennent les Jacobins. Les deux représentants les plus notoires du jacobinisme, notamment parce qu'ils en avaient la conception la plus profonde et structurée, sont Maximilien de Robespierre et Louis-Antoine de Saint-Just. Le club des Cordeliers, représenté notamment par Georges Danton et Camille Desmoulins, plus parisien, plus populaire et moins structuré idéologiquement, ne se rapproche de Robespierre que parce qu'il fut rejeté, souvent avec mépris, par la Gironde. Ce ralliement s'avérera finalement funeste pour tous. Le robespierrisme est fondamentalement républicain, légaliste, centralisateur, égalitariste et anti-belliciste, donc contre la guerre faite à l'étranger et voulue par les Girondins notamment. Il ne faut pas oublier la frugalité comme vertu cardinale de la pensée de Robespierre. Plus qu'égalitariste, il est même par principe contre la richesse et l'ostentation. Son mode de vie correspond à cette extrême sobriété confinant à l'ascétisme et qui ne fait pas de lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un fanatique du progrès, notamment technique. Refusant de franchir la ligne de l'abolition de la propriété privée, il s'oppose vainement à la vente des biens nationaux dont il aurait préféré qu'ils soient distribués aux patriotes pauvres ou aux soldats. En fait, la fracture girondin-jacobin était bien plus forte sur le plan social qu'économique. Ulcéré par l'élitisme girondin, le montagnard François Chabot devait résumer l'opposition en ces termes. Une aristocratie des philosophes girondines contre une démocratie des sans-culottes jacobines. Très marqués par les idées de Rousseau sur l'éducation, les jacobins se veulent pédagogues et sont précurseurs dans la conception de l'école comme lieu de passage obligatoire. Par ailleurs, Robespierre est résolument religieux. Il considère l'athéisme comme aristocratique, comme une lubie de philosophe. Il croit à la spontanéité du peuple et à son adhésion à la transcendance. Enfin, il faut noter un dernier marqueur fort des jacobins de tendance robespierriste, leur absence d'universalisme dans son acceptation internationaliste. Essentialistes, les jacobins, s'ils professent l'égalité totale à l'intérieur de la nation, refusent de se prononcer sur le fonctionnement des autres États et des autres cultures. Ils sont des adversaires résolus de l'ingérence. C'est encore une inspiration provenant de Rousseau et des modèles antiques, l'idée de la cité close. Plus à gauche, on retrouve d'abord dans la première moitié de l'année 1793 les Enragés, un groupe de prolétaires parisiens qui ne fait pas long feu et finit par se diluer. La principale faction à l'extrême gauche est celle des hébertistes, dits aussi exaltés ou nouveaux cordeliers, car ils prennent progressivement le contrôle du club au fur et à mesure du déclin de l'influence de Danton. Ils se définissent par deux caractéristiques qui, paradoxalement, les rapprochent des Girondins presque plus que des Jacobins, leur bellicisme et leur cosmopolitisme d'une part, et leur fanatisme antireligieux. Ils sont à l'origine de nombreuses campagnes de déchristianisation. Entre eux et les robespierristes, la haine est forte. Et au-delà de Jacques-René Hébert, son leader historique, une figure majeure de l'hébertisme est Anarcasis Clootz. Enfin, le dernier représentant important de la gauche radicale est Gracchus Babeuf. Il a eu la caractéristique de donner une cohérence et une structure à la pensée radicale de cette époque, alors encore très diffuse, concernant l'athéisme, la propriété privée ou encore l'éducation. Surtout, il est considéré comme l'un des inspirateurs de ce que l'on appellera au XXe siècle l'action directe, c'est-à-dire l'agitation politique et violente en vue de renverser le pouvoir en place. En d'autres termes, on n'est pas loin de ce qu'on appelle de nos jours le terrorisme. Ces conjurations contre le directoire lui coûteront d'ailleurs sa tête. Paradoxalement, c'est aussi la Révolution qui va jeter les bases d'un conservatisme et d'une idéologie antimoderne structurée. Il y avait bien auparavant des sensibilités traditionnalistes, que l'on songe à la querelle des anciens et des modernes. L'opposition entre progrès et réaction, bien qu'en des termes différents et avec des expressions particulières, a existé tout au long de l'histoire. Cependant, c'est avec les bouleversements de la fin du XVIIIe siècle que les penseurs conservateurs et réactionnaires vont pouvoir synthétiser avec le plus de clarté leur opposition à la modernité promise par les descendants des Lumières. Le premier d'entre eux n'est pas français,
c'est l'Irlandais Edmund Burke. Archétype du Whig libéral conservateur du XVIIIe siècle, Burke, fervent défenseur du libre-échange, est en revanche ulcéré par l'égalitarisme révolutionnaire français et l'idée que celui-ci puisse contaminer les masses anglaises. Ses réflexions sur la Révolution de France, de 1790, sont très instructives, notamment en ce qu'elles prédisent le caractère inévitable de la terreur. Burke est l'un des précurseurs d'une école idéologique qui sera longtemps influente et notamment revendiquée en partie par l'économiste autrichien Friedrich Hayek au XXe siècle. Une constante des auteurs contre-révolutionnaires, déjà présente chez Burke, est leur critique du volontarisme moderne, c'est-à-dire de l'idée consistant à penser qu'on peut modifier la société pour la faire évoluer en bien, et donc de l'idée, en fin de compte, de destruction des ordres. Les ordres, sous-entendu la noblesse, le clergé, le tiers-état. Pour Burke, une société ne peut fonctionner qu'en étant extrêmement hiérarchique. Pour Louis de Bonald, la société humaine et les hiérarchies se constituent naturellement, et toute ingénierie sociale, toute intervention visant à la maximiser, à la modeler, mène à davantage de destruction que d'amélioration. Non seulement ce n'est pas à l'homme de constituer la société, mais c'est à la société de constituer l'homme, affirme Bonald. D'ailleurs, on retrouve un peu chez Bonald l'idée de Bossuet, vue dans la dernière vidéo, selon laquelle l'état de nature n'existe pas au sens des Lumières et de leurs prédécesseurs. L'être de nature est immédiatement contraint au choix de la destruction ou de la civilisation. L'état dit de nature n'est donc autre que l'état civilisé. Il n'y a pas d'idée de contrat procédant d'une volonté comme le prétend Rousseau. La constitution des sociétés provient directement de la nature civilisée, qui elle-même provient de Dieu. Mais c'est peut-être à Joseph de Maistre que l'on doit la critique la plus subtile de la Révolution et de la modernité, parce qu'en fait, la moins fanatiquement anti. Il est vrai que, sujet du roi de Savoie, il est moins directement confronté aux radicalités de la Révolution française. Ce que Maistre conteste chez les révolutionnaires, ce n'est pas tant la quête violente d'une uniformisation illusoire, qui n'est pas l'unité, que l'orgueil proprement antidivin de la démarche qui consiste à vouloir reconstruire l'homme social à partir des seules lumières de la raison. Pour Maistre, l'organisation des sociétés humaines, qu'aucun homme ni organisation n'ont jamais planifié dans leur grande structure fondamentale, ne peut procéder que d'un principe supérieur et divin. La pensée contre-révolutionnaire aura une grande influence sur la doctrine catholique intransigeante dans la deuxième partie du XIXe siècle, culminant notamment dans le syllabus de Pie IX, condamnant la modernité, et le Concile Vatican I, puis plus tard l'Action française, mais aussi dans l'art, en particulier dans la littérature française avec Chateaubriand, ou dans une moindre mesure Balzac. Nous en arrivons donc à l'après-Révolution française. Les trois nations fondamentales du XIXe siècle et de la révolution industrielle, tant sur le plan économique que, surtout, sur le plan culturel et idéologique, sont l'Angleterre, la France et l'Allemagne. L'Angleterre, d'abord, déjà chronologiquement, parce que l'industrialisation y a démarré plus tôt et plus fort. Elle est le véritable berceau d'un libéralisme qui s'épanouira dans l'espace germanique et divers pays d'Europe, mais surtout en France. Ces deux pays, Allemagne et France, seront les terreaux fertiles du socialisme, qui, en fonction des traditions intellectuelles, donneront aux socialismes nationaux des trajectoires bien différentes. Un socialisme plus éparpillé, intuitif, lié au monde de l'artisanat dans un contexte de tradition littéraire en France, avec Fourier, Saint-Simon, Proudhon, etc. Et un socialisme structuré, scientifique, dans un monde pas encore unifié politiquement, mais déterminé par la gigantesque puissance de la formation universitaire et un prolétariat massif, plus collectif entre guillemets, dans le cas germanique, sous l'égide de Marx et Engels. Mais commençons par le libéralisme. C'est évidemment au Royaume-Uni qu'il faut introduire ce périple. Le libéralisme britannique est marqué par une telle dispersion et pénétration des diverses couches sociales et factions politiques qu'il est difficile de l'attacher à un camp particulier. Il faut toutefois noter que le parti Whig observera une constante remarquable dans le souci d'approfondir deux processus tout au long du XIXe siècle, l'accroissement progressif de l'autonomie et de l'influence de la Chambre basse, donc la Chambre des communes, par rapport à la Chambre haute, qui est la Chambre des lords, et le détricotage du lien organique entre l'establishment anglican et la couronne, auquel la pensée Tory demeure farouchement attachée.
Le courant peut-être le plus structuré du libéralisme anglais est l'utilitarisme, dont le représentant le plus fameux est Jeremy Bentham, mais auquel on peut adjoindre un peu plus tard John Stuart Mill. Dans ce courant de pensée, rien ne permet de séparer la libéralisation économique de la libéralisation sociale. L'idée d'extension des droits individuels de celle d'expansion du marché. L'abolition des Corn Laws en 1846, qui était une loi de protectionnisme sur l'importation des grains étrangers, est symbolique de l'essor de l'idée du libre-échange dans les mentalités. Soulignons également l'influence de l'école de Manchester, ou encore libéralisme manchestérien, dont la figure de proue est Richard Cobden, dans le courant de laisser-faire très caractéristique du milieu du XIXe siècle britannique. L'unité allemande va changer beaucoup de choses et mettre à mal le libéralisme anti-étatiste pour amorcer peu à peu, notamment autour de Benjamin Disraeli, l'édification d'un libéralisme impérial et davantage soutenu par l'État. Paradoxalement, ce conservatisme étatiste, étatisme devant être entendu dans un sens britannique toujours très relatif, va participer à l'élaboration progressive du travaillisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais tous ces thèmes ont déjà été abordés dans la précédente série de vidéos d'Historiapolis sur l'histoire de l'Angleterre. La position des libéraux français dans la première moitié du XIXe siècle est autrement plus inconfortable que celle des Britanniques. Les libéraux français doivent, malgré eux, assumer l'héritage de la Révolution française à une époque, entre 1815 et 1848, où la modération est de mise. Ils ont donc vite fait d'être assimilés, certes à l'idée de démocratie, d'égalité et de liberté d'expression, mais aussi à la terreur et à l'insondable violence ayant caractérisé une époque dont on s'efforce encore, alors, de réparer les dégâts. Ainsi, la variété entre les divers courants libéraux est-elle très importante. La seule chose qui les lie véritablement est l'opposition à l'absolutisme. Peu à peu, une certaine distance critique vis-à-vis de la Révolution va d'ailleurs se faire jour au sein de ce mouvement. Quelles sont les grandes figures du libéralisme français ? D'abord, la protestante genevoise Germaine de Staël. Elle est la fille du ministre de Louis XVI, Jacques Necker, et entretient une relation tumultueuse avec le vaudois huguenot Benjamin Constant. Dans un premier temps liée aux idéologues et acquise aux idées représentatives de Sieyès, elle soutient les thèses essentielles de la philosophie des Lumières, possibilité d'une politique rationnelle, perfectibilité de l'humanité, valeur éminente de la liberté. Si elle finit, comme beaucoup de libéraux, par se rallier à Louis XVIII après avoir eu des sympathies républicaines, c'est uniquement parce que la charte de 1814 garantit les libertés. La réflexion de Germaine de Staël illustre parfaitement l'ambiguïté de la conception de la démocratie par les libéraux. En effet, elle postule dès le départ que les démocraties modernes sont différentes des démocraties antiques en ce sens que les peuples modernes sont fondamentalement séparés et donc écartés du pouvoir. La liberté des temps actuels, c'est tout ce qui garantit l'indépendance des citoyens contre le pouvoir du gouvernement. La liberté des temps anciens, c'est tout ce qui assurait aux citoyens la plus grande part dans l'exercice du pouvoir. Plus on découvre la pensée des révolutionnaires libéraux, c'est-à-dire les Girondins, les idéologues, etc., plus on comprend, quand on analyse avec le logiciel de Georges Dumézil, que la Révolution française, même lorsque ce n'était pas consciemment pensé de cette manière, a consisté en fait en un remplacement des anciennes fonctions tripartites, les oratores, soit le clergé, les bellatores, donc la chevalerie noble, et les laboratores, soit la paysannerie et la partie inférieure du tiers-état, par d'autres fonctions tripartites, où les oratores seraient les intellectuels et l'élite mondaine, les bellatores seraient les élites exécutives, militaires et surtout politiques, et les laboratores seraient le petit peuple prolétarisé. Dans la conception girondine puis libérale de la liberté, les ordres existent encore et la démocratie est faite pour représenter, mais certainement pas inclure les masses. La particularité de Benjamin Constant va être de remettre en cause, comme le feront beaucoup de libéraux à sa suite, la doctrine rousseauiste du contrat social, qu'il estime en partie responsable des excès de la terreur, et d'insister sur la séparation fondamentale entre État et société civile, que Rousseau concevait comme trop imbriqués l'un dans l'autre. Autre protestant, François Guizot a eu la double caractéristique, d'une part d'assumer une forme d'antidémocratisme politique, mais aussi d'avoir participé incontestablement à la rationalisation et à la modernisation de l'appareil d'État français, tout en ayant favorisé les progrès de l'instruction publique sous la monarchie de Juillet.
Sa pensée semble aussi plus nettement influencée par le christianisme que d'autres libéraux de la même époque. Mais on en arrive à la figure majeure du libéralisme français au XIXe siècle. Issu d'une famille légitimiste, Alexis de Tocqueville, ayant 25 ans au moment de la Révolution de 1830, a l'âge parfait pour vivre et comprendre les conséquences de la Révolution française sans en avoir directement vécu les événements. Il lui paraît évident qu'à une époque où la liberté ne se conçoit plus sans égalité, le modèle américain de démocratie est bien plus adéquat que le modèle britannique. En 1831, il est envoyé aux États-Unis par le ministère de la Justice pour y étudier le système pénitentiaire. C'est de là qu'il tirera un ouvrage plus large, de la démocratie en Amérique, paru en 1835 pour les premiers volumes. Son étude comparative des mœurs et des lois en relation avec le système politique fait de lui un véritable successeur de Montesquieu, et dans la deuxième partie de son ouvrage, plus abstraite et philosophique, moins empirique, sa constitution d'idéotype de régime politique fait de lui en quelque sorte un prédécesseur de Max Weber. Si la perception par Tocqueville de l'Amérique comme une démocratie presque parfaite est un petit peu naïve, il faut lui reconnaître d'avoir compris l'importance de la religion comme compensateur social du grand individualisme régnant aux États-Unis. Par ailleurs, Tocqueville est un observateur avisé des dérives possibles de la technocratie, dérives qui vont largement se concrétiser au XXe siècle. Il a notamment une intuition formidable. « Je vois, annonce Tocqueville, une foule innombrable d'hommes semblables et égaux. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire au moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela, s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ne tyrannise point. Il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. À la fin de sa vie, Tocqueville ira de son analyse des causes de la Révolution française dans l'Ancien Régime et la Révolution, publié en 1856, après s'être retiré de la politique sous le Second Empire. Venons-en maintenant à l'émergence du socialisme avant Marx et Engels, notamment du socialisme en France. L'essor du socialisme est une conséquence évidente de la révolution industrielle, et le premier à véritablement penser la société industrielle va être Claude de Saint-Simon. Sa vision historique n'est pas dénuée d'intérêt. En fait, selon lui, deux systèmes historiques se succèdent depuis le Moyen-Âge, le système féodal et le système industriel. Tandis que le système féodal organisé pour la guerre et la défense est gouverné par des nobles, les chevaliers chargés de la défense et les prêtres chargés de la légitimation spirituelle du système, et fonctionne sur des rapports de domination directe, le système industriel en train de naître à l'aube du XIXe siècle sur la décomposition de l'ancien système repose quant à lui sur les industriels nouveaux seigneurs et la science nouvelle religion, et en effet Saint-Simon voue à la science un culte quasi religieux. La société industrielle n'est plus organisée pour la guerre, mais a pour but collectif exclusif la production des biens matériels et intellectuels, la domination de la nature, la satisfaction des besoins. Et les rapports sociaux ne seraient plus des rapports de domination, mais des rapports sociétaires. La pensée de Saint-Simon ne va pas sans véhiculer une certaine naïveté dans l'idée de l'alliance naturelle de tous les producteurs, c'est-à-dire du petit paysan au grand industriel, contre les classes dominantes parasites d'Ancien Régime. D'ailleurs, la fin de sa vie est consacrée à une réévaluation morale du christianisme dont il estime que la morale est inévitable pour soutenir l'amélioration de la condition des populations les plus pauvres. En fait, le saint-simonisme doit être conçu comme une doctrine distincte du socialisme, au-delà d'un simple proto-socialisme. Il a influencé tant le socialisme par son culte des producteurs et son idée de renversement des classes parasites et oisives, que le positivisme bourgeois, Auguste Comte étant l'un des premiers saint-simoniens, et les actions de grands industriels, notamment les Pereire sous Napoléon III, de par son industrialisme fervent et son culte du développement économique. En fin de compte, le caractère idéaliste de la pensée saint-simonienne explique en partie l'utilisation postérieure du qualificatif utopique pour désigner les premiers socialismes, notamment français.
Venons-en justement aux premiers socialistes. L'industrialisation sous la monarchie de Juillet et son cortège d'inégalités sociales va jouer un rôle important dans le développement des premières théories socialistes en France. Le rôle des sociétés secrètes, s'il est important en Italie, avec la charbonnerie notamment, où le combat social se double d'un combat pour l'indépendance nationale, le rôle des sociétés secrètes est moins important en France, dans la mesure où le régime louis-philippien, à ses débuts, tolère une certaine liberté de la presse. Ainsi se tracent les premières lignes de fracture entre socialistes réformateurs agissant par la force des journaux et des réunions publiques, et socialistes révolutionnaires dont certains fantasment encore les exploits de Babeuf qu'on a vus lorsqu'on parlait de la Révolution. Ces premiers socialistes chez qui on retrouve la passion pour la pédagogie ne sont pas cependant anti-religieux. Ils se réfèrent beaucoup à Jésus et aux évangiles, voire se réclament d'un communisme chrétien, comme c'est le cas d'Étienne Cabet. Avant 1848, par ailleurs, on aperçoit déjà les premières traces d'écrits féministes dans les milieux proches du socialisme, sous l'influence, entre autres, de George Sand ou encore Flora Tristan. Parmi les premiers socialistes, et dans le courant des socialistes dits utopiques, on peut citer l'anglais Robert Owen, partisan d'un socialisme communautaire et coopératif, ou encore en France le très libertaire et atypique Charles Fourier, qui développe l'idée du phalanstère, et dont le principal disciple est Victor Considérant. Enfin, du côté des plus directement révolutionnaires, voire de ce qu'on a appelé plus tard les professionnels de la Révolution, descendants spirituels de Babeuf et à leur manière précurseurs de Lénine, on retrouve au début du XIXe siècle Filippo Buonarroti, puis un peu plus tard Auguste Blanqui, qui a aussi eu une influence sur les débuts du mouvement anarchiste. De manière générale, il ne faut pas sous-estimer l'influence intellectuelle, idéologique et spirituelle de la franc-maçonnerie dans tous ces milieux proto-socialistes. Enfin, précurseur de l'anarchisme, référence de premier ordre de tous les penseurs socialistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, Pierre-Joseph Proudhon a une influence considérable à tel point qu'il marquera durablement des penseurs tant à gauche qu'à droite, comme Marx, mais aussi l'anarchiste Bakounine, le syndicaliste révolutionnaire Georges Sorel, le monarchiste Charles Maurras, le nationaliste républicain Maurice Barrès ou encore le socialiste Jean Jaurès et jusqu'au solidariste Léon Bourgeois. Proudhon méritant peut-être une vidéo à lui tout seul qui arrivera sûrement plus tard. Voilà donc pour la deuxième vidéo de cette série sur l'histoire des idées politiques consacrée à la Révolution et à ses conséquences. La prochaine, alors pour tout vous dire, je ne sais pas exactement quelles seront les bornes chronologiques et où notamment est-ce qu'elle s'arrêtera. Toujours est-il qu'elle commencera par les origines et les inspirations du socialisme allemand qui ne se situe non pas chez Marx mais chez Hegel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à la partager, et à bientôt sur Historiapolis.